Il est prêt, comme toujours, merci. Bon, bienvenue à vous. Alors, désolé pour le changement de salle qu'on a su uniquement en début d'après-midi. Vous savez que c'est dû à la présence d'un ancien président qui a préempté notre salle habituelle. Je ne dirai pas son nom, je dirais que juste c'était un ancien président, voilà. Il a priorité, bien entendu, par rapport à nous, donc j'espère que, comme vous êtes là, vous êtes pas trop trompés. Alors évidemment, passer d'une salle de 200 places à une salle de près de 500 places, on est un peu clairsemé. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'UAI, donc on va y revenir. Et cette conférence, d'ailleurs, est labellisée 100 ans d'astronomie de l'UAI. Alors, un petit mot sur les vidéos. Comme on est au 3e sous-sol, on n'a pas d'Internet, on ne peut pas transmettre. Donc, il n'y aura pas de transmission vidéo. Je voulais faire coucou à nos amis sur Internet, mais ça marche pas. Et d'ailleurs, d'après les retours que j'ai sur Internet, sur des vidéos, la qualité est pas extraordinaire. Donc, je vais supprimer pour le moment les vidéos en direct parce que la qualité n'y étant pas, ça sert à rien. Donc, oubliez cette page. Voilà. Donc, voilà par où vous êtes rentrés. Les prochaines conférences de la SAF, vous m'entendez bien dans le fond? Oui, ça va? Les prochaines conférences, je vous ai déjà dit 2 mots sur celle du 11 décembre avec Philippe Coué sur les Chinois et la Lune. Janvier, ça sera le Soleil avec Alain Sacha-Brown. En février, le Cavalier des étangs pour les exoplanètes. Et Sean Raymond, en mars, nous parlera des objets interstellaires. Vous savez qu'on découvre de plus en plus, c'est peut-être exagéré, mais on découvre maintenant des objets interstellaires, c'est-à-dire des objets qui viennent du dehors de notre système solaire. Et donc, Sean travaille sur ce sujet et il nous en parlera. Voilà toutes les dates de cette nouvelle saison. Je vous rappelle que c'est en principe le 2e mercredi du mois, sauf fête exceptionnelle. Donc, par exemple, à cause de Pâques, ça sera pas le 2e mercredi du mois, mais ça sera le 15 avril. Voilà. Voilà les autres conférences en région parisienne, principalement. Je vous rappelle le séminaire Time World à la Cité des Sciences, auquel la SAF participe activement. C'est du 21 au 23 novembre. Ce n'est pas gratuit, entrée payante. Je crois qu'il y a une réduction si vous dites que vous êtes de la SAF. Même sur Internet, il suffit d'entrer SAF quelque chose et on peut avoir réduction. J'ai pas les détails exacts. Hein. Donc vous voyez le reste des conférences. Hubert Reeves, je vous en dirai 2 mots dans 2 secondes. L'IAP, la prochaine IAP en décembre, ça doit être plein, hein, comme toujours, hein, la salle est petite. Ceux qui s'intéressent à l'intelligence extraterrestre, il y a notre ami Nicolas Prantsos qui a une présentation très amusante et très formative sur cette recherche d'intelligence extraterrestre. Et ça vaut le coup d'y assister. Moi, il nous l'a fait il y a quelques années ici dans le cadre de la SAF. C'est vraiment intéressant. Donc, à noter, c'est le lundi 9 décembre. Ce sont les gens du CIS-PTT qui, comme nous, ne peuvent plus aller à Télécom, hein, puisque Télécom est vendu. Ils ont trouvé une salle à côté. C'est la rue à côté, c'est l'auditorium Arara. Donc la rue parallèle à Télécom, et c'est un beau petit amphi. Voilà la conférence exceptionnelle donc du 2 décembre. La SAF va remettre le 2 décembre le prix Jules Janssen de cette année à Hubert Reeves pour l'ensemble de son œuvre. Donc ça se tiendra le lundi 2 décembre dans cet amphi justement, hein, amphi Paul Painlevé, à 19h, et à la suite de cette remise de médailles ou de prix, il nous fera une conférence exceptionnelle sur l'histoire de l'univers.
Donc, j'ai commencé les inscriptions il y a quelque temps, et il reste une centaine de places encore. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est facile, vous faites comme pour les conférences mensuelles, vous allez sur la même page et vous cliquez sur la conférence d'Uberrive. Voilà. Alors voilà, la dernière conférence SAF, c'est notre salle habituelle. C'est impressionnant quand la salle est pleine. Les deux places ici, c'est Daniel et moi. Donc on vient s'asseoir après, une fois qu'on a fait la photo. On a reçu notre ami Jean-Pierre Luminet, qui est venu exprès de Marseille, nous parler de l'univers de Stephen Hawking et des trous noirs, principalement. Voilà, une salle bien pleine. Il y avait même quelques gens sur les marches. Je sais que nos amis du CNAM n'aiment pas ça. Chut, ils voient pas la photo, c'est déjà ça, c'est bien. Donc une belle salle, bien pleine. La SAF donne aussi des cours d'astronomie pour ses membres. Voilà le programme. Les cours sont donnés par Daniel Briot. Et voilà le programme. Alors la prochaine, ça doit être le 21 novembre maintenant. De même, on donne des cours de cosmologie par Jacques Frick. Et ces cours vont démarrer en janvier. Et cette année, c'est l'introduction à la théorie quantique des champs. Comme je dis à chaque fois, la SAF ne fournit pas l'aspirine. Donc là, faut être costaud. De même, pour ceux qui ne se sentent pas de niveau en cosmologie, on a des cours de maths pour la cosmologie que l'on donne, qu'un de nos membres donne, un mercredi sur 2 au siège. Et donc, j'interrogerai sur la formule à la sortie. Voilà. Donc, la prochaine fois, Philippe Coué. Donc, la Lune sera-t-elle chinoise? Réservation à partir de demain matin. Moi, je prends le pari que oui. Et avant les Américains. Les Américains disent 2024. 2024, c'est demain. Voilà. Alors, ce soir, on a le plaisir de recevoir Jean-Louis Bougeret, du CNRS, ancien directeur du LESIA, conseiller du président de Paris, était conseiller du président de Paris Sciences, et dans les cadres des 100 ans de l'UAI, il nous parle justement de Benjamin Bayot, qui a été le premier président de l'UAI. Je vous remercie. Faites-lui bon accueil. Voilà, comme on dit. Alors, attends, je fais ça, hop, j'enlève ça, voilà. Hop. Parfait. Merci beaucoup Jean-Pierre. Bon, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous ici. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, donc je sais pas, je vous encourage à descendre un peu, sachant qu'il faudra remonter après, parce que j'ai pas mal de textes quand même. C'est une conférence qui est sans doute un petit peu inhabituelle par rapport aux autres, puisqu'il s'agit du fonctionnement de l'astronomie, de la création, de ce qui s'est passé il y a 100 ans, non seulement l'UAI, mais je vais parler un petit peu, vous faire comprendre toutes les réformes, et l'astronomie actuelle remonte à cette époque-là, qui est l'époque de la Troisième République, en fait. Alors voilà, je vais rapidement parcourir la vie et la carrière académique de Benjamin Bayot, ensuite parler de la période toulousaine, l'Observatoire de Paris, la naissance de l'UAI, et enfin conclure. Alors, rapidement, on balaye toute sa vie, alors je suppose que vous n'allez pas pouvoir lire vraiment au bout, donc je vais être obligé de le lire. Donc il est né en 1848 à Chalon-sur-Saône, au cœur de la Bourgogne. Il semble, les gens disent, qu'il a gardé l'accent bourguignon pendant toute sa vie. Et c'est un élève extrêmement brillant, donc je suis tout en haut, qui a été remarqué par tout le monde, donc il y a eu des bourses. Son père était employé de mairie et c'était pas une famille très fortunée, donc il a bénéficié de bourses qui étaient quand même très rares à l'époque. Et il a eu également une bourse après son bac pour aller étudier à Lyon. De Chalon, il fallait aller à Lyon. C'était une famille très unie. Il a un oncle qui a dit je vais peut-être trouver un travail à Lyon. L'oncle a trouvé un travail à Lyon et Benjamin a habité chez lui. Et moyennant quoi, 2 ans après, il intègre l'école normale supérieure. Donc, ce qui n'est pas rien du tout. Donc, à 18 ans, il rentre à l'école normale supérieure, dont il ressort 3 ans plus tard, normalien agrégé. Et donc, c'était la norme pour les étudiants extrêmement brillants.
Après quoi, il a un engagement de 10 ans, on appelle ça l'engagement décennal, étant donné que toutes les études sont gratuites à l'école normale. Il y a un engagement décennal qui compense le service militaire. Il n'y avait pas de service militaire qui était remplacé par les 10 ans de service à l'État, dans des lycées, dans des universités, etc. Donc il est envoyé, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, c'est là qu'il est enseignant et astronome, c'est une période où il va aussi à l'Observatoire de Paris, premier contact. Et après, à l'âge de 31 ans, une fois qu'il a accompli ses 10 ans d'engagement, il est nommé très rapidement directeur de l'Observatoire de Toulouse à 31 ans et doyen de la faculté des sciences. J'ai appuyé sur un truc que j'aurais pas dû faire, probablement. Je ne sais pas, ça va disparaître. Non. Bon. Voilà. Donc il est doyen de la faculté des sciences de Toulouse également pendant un certain temps. Et c'est à 60 ans, en 1908, qu'il postule à l'Observatoire de Paris, dont le poste de direction est vacant, et il est élu, je parlerai un petit peu de ça. Il a été président de la Société astronomique de France, c'est en fait, je crois, le 12e président, après Camille Flammarion, entre 1909 et 1911. Donc, une fois qu'il est arrivé à Paris, il est rentré en plein dans les activités parisiennes. Et c'est la période pendant laquelle il est élu président, premier président de l'unité astronomique internationale qui s'est formée juste après la Première Guerre mondiale. Il retourne après à à Toulouse, dans sa famille, où il décède. Alors voilà une petite vue surtout. Donc on va en gros de 1850 à 1950. Baillot, c'est 48 ici à 34. C'est un petit... Oui, pardon, il faut que je me décale là comme ça. Vous m'entendez comme ça? Pardon. Oui, donc c'est amusant. Il naît le 14 février 1848 et la Révolution de février, c'est la semaine d'après, 22-25 février. Et je rappelle que notre astronome national de l'époque, François Arago, qui s'était déjà engagé en politique, pour les Trois Glorieuses, par exemple, en 1830, eh bien, il est élu président de la commission exécutive. Il est en même temps, d'ailleurs, ministre de la Marine et de la Guerre. Et donc, on a Arago, j'ai trouvé ça que c'était assez amusant. Enfin bref, la Révolution, donc la Deuxième République, est déclarée par Alphonse de Lamartine, comme vous savez. Elle dure très peu de temps. Et après, c'est la période de Second Empire qui couvre toute la période de jeunesse de Baillot. Il rentre à l'ENS, l'engagement de 10 ans. Juste au début, quand il commence sa carrière, et la guerre franco-prussienne est une période extrêmement agitée, évidemment, avec la guerre franco-prussienne, la chute du Second Empire, la Troisième République qui apparaît, la Commune, etc. Donc c'est une période qui est très agitée. Et après, il a la période de Toulouse, qui est vraiment la majeure partie de sa vie, 30 ans d'expérience à Toulouse, qui a été fondateur et fondamentale. Et après, la période à Paris, pendant la Première Guerre mondiale, et l'UAI est ici. Voilà. Alors, les années fondatrices de l'École normale supérieure, donc 3 ans, c'est vraiment l'élitisme républicain, c'est la méritocratie française à l'œuvre. Élitiste, c'est malheureusement un mot qu'on n'aime plus tellement, c'est un tort, parce que l'élitisme républicain remplace l'aristocratie qui est choisie par la descendance. L'élitisme, tout le monde peut être, et donc des écoles comme l'École normale, qui ont un système de bourse et qui captent, disons, les esprits les plus brillants dans toute la France, c'est ce qui se passait en Chine aussi, avant, c'est élite, et choisir, trier, élire. Donc voilà la promotion de Baillot, qui est au centre. Et il avait 3 collègues, Edmond Bouty qui est ici, Jules Tannery qui est là, et qui ont des copains, ils sont restés amis toute leur vie. Alors Benjamin Baillot a épousé la sœur de la femme d'Edmond Bouty, et Jules Tannery a épousé la sœur de Benjamin Baillot. Donc c'est 3 beaux-frères qui ont eu des contacts extrêmement étroits pendant toute leur existence. Et donc avec les normaliens, le réseau des normaliens, ça c'est le bouton d'entrée, quelle que soit la promo, quelle que soit, vous étiez un normal, hop, ça y est, ça marche. Mais alors là, en plus, ils étaient beaux-frères, et puis Jules Tannery est devenu directeur de l'école normale à un moment où Baillot était à Toulouse, donc vous voyez que les connexions arrivent. Alors, l'engagement décennal, effectivement, c'est un moment où il y a de l'enseignement, de la recherche, mais c'est contact avec la vie civile. Le premier poste, il est envoyé à Montauban, en même temps, il y a ces 70 qui débarquent, il est élu lieutenant-colonel de la garde nationale. C'est quelqu'un qui est résolument républicain. Et donc, il prend parti pour le candidat républicain qui est opposé à l'Empire, donc violemment, avec des idées qui sont même sociales de gauche, disons pour résumer. Et il est hostile au député bonapartiste de Toulouse, moyennant quoi il fonde une revue d'ailleurs républicaine à Toulouse, qui a existé jusqu'à la Deuxième Guerre, et il est muté à Saint-Quentin. On ne voulait plus le voir, il se débrouille pour muter à Saint-Quentin, en région parisienne. Et il y a un fameux discours de distribution des prix
immédiatement, il était tellement virulent, il était tellement républicain et anti-bonapartiste, même si c'était passé, il y avait déjà la Troisième République qui se mettait en place, qu'il n'a pas pu le publier tout de suite. Mais il est publié, et effectivement, ce sont des idées de Louis Pasteur. Louis Pasteur aussi avait vraiment critiqué fondamentalement l'absence de... Il ne s'était rien passé du temps du Second Empire, et donc il disait il faut changer, regardez ce qui se fait en Allemagne, il y avait toute l'évolution des universités allemandes, etc. Alors il va aussi dans des lycées parisiens, mais surtout dès, je crois, 1873, il devient élève astronome puis aide astronome à l'Observatoire de Paris, de 72, même à 78. En même temps, il a de temps en temps des enseignements dans des lycées, dans différents lycées. Et à l'Observatoire de Paris, ce sont les dernières années de Urbain Le Verrier, et qui lui demande, qui est capté par les capacités effectivement de Baillot, qui lui demande même de le remplacer dans ses cours à la Sorbonne. Il encadre une thèse de Baillot qui est sur la perturbation du mouvement des comètes, et c'est là qu'écrit, il devait avoir 24 ans quand il écrit ça, j'ai toujours été ambitieux, bien que j'ai oublié d'être intrigant. Alors on va voir que voilà sa famille à Toulouse, Baillot là, a 50 ans, il y a toute la famille est réunie, alors 8 enfants, rien que ça. Donc on voit ceux qui frappent le plus, c'est Pierre et René, deux jumeaux, les faux jumeaux. René qui est devenu astronome, qui est à côté de Jules, qui est un autre astronome. Un premier ensemble de jumeaux, donc Henri et Madeleine, des jumeaux. Et puis les deux jumeaux dont j'ai parlé. Enfin, Jules l'aîné, Hélène, la jeune Hélène, Madeleine et sa femme, extrêmement importante, j'y reviendrai, Hélène Baillot, qui a été le pilier de la famille, et même dans le développement à Toulouse, j'y reviendrai un petit peu dessus. Alors, voilà maintenant, académicien, 1916, un portrait de l'Observatoire de Paris, on verra. Alors, Baillot, famille d'astronomes, il a quand même 2 enfants qui sont devenus, dont on parle peut-être même parfois plus que lui. Quand on parle du nom Baillot, les gens pensent tout de suite soit à Jules, soit à René. Jules qui a dirigé la carte de ciel, Pic du Midi, René qui a été directeur de l'Observatoire de Besançon, c'est un des fondateurs de la chronométrie en France. Ils sont tous les deux à l'académie, seul Jules est académicien. René provincial, c'était déjà une opposition qui apparaissait, comme il venait moins souvent à Paris, il est resté correspondant. Donc il y a une réelle culture parmi les membres de la famille de Baillot, les descendants, il y en a probablement dans la salle. Alors voilà la famille, et voilà un arbre généalogique réalisé par une des artistes descendantes, des arrière-petits-enfants. Voilà Benjamin Baillot au centre et toute la famille autour. Et il y a une réelle culture familiale, et à l'époque on écrivait. Et il y a des personnes parmi eux qui se sont entendues pour recueillir tous ces courriers, 6 à 7 000 lettres privées, qui ont été numérisées, archivées sur ordinateur. Ça fait 25 volumes de chacun, 250 pages. Donc c'est colossal. Alors c'est effectivement des lettres privées, cependant, Baillot était souvent, Benjamin, en déplacement, et il écrivait à sa femme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il communiquait énormément. Donc il y a une source d'information considérable, non seulement sur la vie privée, mais aussi sur les développements. Alors, la période toulousaine. Alors, je vais parler de Toulouse et de l'astronomie quand Baillot y est arrivé. Parler de l'ambition républicaine pour l'astronomie, c'est quelque chose qui est tout à fait important. C'est les débuts de la Troisième République et c'est le début du système que l'on connaît maintenant, nous les astronomes dans les observatoires, etc. L'observatoire de Toulouse, la carte du ciel et l'observatoire du Pic du Midi. Voilà Toulouse quand Baillot y est arrivé dans les années 1880. Il y avait été déjà 10 ans plus tôt. Bon, c'est une grande capitale régionale, bien sûr. Un jour de marché sur la place du Capitole, on aperçoit Saint-Cernin au fond. On va faire un petit tour dans les caves de Saint-Cernin. Et dans les sous-sols de Saint-Cernin, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça ne se visite pas. Il y a ce qu'ils appellent les cartes du ciel qui remontent au XIIIe siècle. Il y en a 2, il y en a une qui n'est pas bien conservée, l'autre elle est là et ça donne ça. C'est des cartes du ciel du XIIIe siècle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, 1229, fondation de l'Université de Toulouse, la Sorbonne, c'est presque 30 ans plus tard. Alors, tout est bien gardé. L'acte de naissance officiel, c'est effectivement le 12 avril 1229, qui mettait fin à la croisade des Albigeois, et c'est le comte de Toulouse qui a signé ça. Il se voyait imposer un certain nombre de professeurs, donc 4 maîtres en théologie, pour fonder cette fameuse université. Je ne vais pas faire toute l'histoire de développement de l'astronomie, mais je m'arrête quand même au siècle des Lumières, où il y a eu énormément d'activités à Toulouse, de nombreux astronomes, 3 observatoires privés bien identifiés,
Les noms, c'est François Garipuy, très connu, à Toulouse, hein, et qui a fondé, ça c'est son deuxième observatoire sur la tour des remparts. Antoine Darquier a une rue, il avait son observatoire en ville, parce qu'évidemment on s'éclairait aux bougies. Donc dans les villes, vous vous rendez compte, c'est un rêve. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, donc on pouvait en pleine ville quasiment voir la Voie lactée. On voyait la Voie lactée en pleine ville, il n'y a pas de doute. Donc avec Garipuy et Darquier étaient membres correspondants de l'Académie des sciences. Donc c'est pas rien. Effectivement, Jérôme de Lalande, en 1780, a dit « Toulouse, c'est de toutes les villes de province celle où l'astronomie est la plus cultivée. » Grand honneur. Alors je saute encore des étapes, parce que ce fameux observatoire de Garipuy sur les remparts a été utilisé jusqu'au milieu 1830-40, et après, c'était la municipalité qui finançait tout ça, a été construit un observatoire sur les hauteurs de la colline de Jolimont, en 1848, dédié à l'astronomie, mais aussi à la météorologie et au magnétisme, financé par la ville de Toulouse. Une personnalité bien connue qui s'en est occupée, qui a été très active, c'est Frédéric Petit. Alors, la période toulousaine, j'arrive maintenant, je reviens à 1870, donc l'implantation de la Troisième République. Il y a des réformes profondes, je vais un petit peu revenir dessus, et Félix Tisserand, devinez qui c'est un Normalien, recommandé par Le Verrier, qui est passé par l'Observatoire de Paris, agrégé de mathématiques, donc profil très similaire à celui de Baillot, qui est envoyé à Toulouse. Il reste relativement peu de temps, 73-78, 5 ans, et il passe un an à aller voir le transit de Vénus, parce qu'à l'époque, il fallait prendre du temps pour réparer, envoyer, il a un an. Mais il installe ce télescope de 83 cm que vous voyez ici. Il y a Perrotin et Bigourdan, c'est des noms qui sont connus à Paris, en particulier Bigourdan, Toulouse et l'Observatoire de Paris. Ils observent les satellites de Jupiter, les Saturne, les taches solaires. Il y a des observations très méticuleuses. Cependant, c'est un truc qui n'avait pas coûté très cher, c'était une monture en bois, et ça vibrait, ils ne pouvaient pas faire, bon, la photo était un peu naissante quand même, ils ne pouvaient pas faire de pause, et c'était bien compliqué. Par contre, Baillot, quand il est arrivé, il a trouvé tous leurs cahiers de données, et il a fait une théorie des orbites de satellites de Saturne à partir de ça. C'est un petit peu comme si vous vous souvenez Kepler qui a utilisé les données de Tycho Brahe pour faire ses théories. Alors, dans la période toulousaine, il y avait en 1871, Baillot a fait un discours de distribution des prix qui a été très noté, j'en ai déjà parlé, qui rejoint le réquisitoire de Louis Pasteur et qui positionne l'astronomie, une ambition pour l'astronomie, en propageant, développant le progrès des sciences dans notre pays. Alors il y a un vaste mouvement de déploiement, de redéploiement de l'astronomie qui est mis en place par le ministère. Marseille et Toulouse, les observatoires qui existaient, sont relancés, refinancés, ils vont avoir des postes, des personnes. Création de Bordeaux, Besançon et Lyon. Et les établissements qui étaient tous un peu dépendants de la centralisation d'Observatoire de Paris doivent être indépendants. Et il y a aussi la Constitution, c'est de là que date le corps des astronomes qui a été créé. Et donc les astronomes titulaires, astronomes adjoints et d'astronomes, ça date de ça. Aussi les tournées d'inspection, la création, j'y reviendrai un peu, d'un comité consultatif des observatoires astronomiques de province. Ça date de ce moment-là, dans des comités qui existent encore maintenant, qui ont bien sûr un peu évolué. Ils sont les tournées d'inspection annuelles de tous les observatoires, les rapports, etc., etc. Alors le décret relatif aux observatoires de l'État est promulgué en février 1873, vous voyez que ça allait assez vite. Alors, point très important donc, dont Baillot a bénéficié, c'est tous les liens entre l'observatoire et l'université. Donc envoyé à 30 ans, il est nommé à la direction aussi tout de suite, et il reste de l'Observatoire, il est nommé à la Faculté des sciences, je l'ai dit. Il y avait une volonté politique affirmée d'associer les établissements astronomiques aux structures de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que le directeur de l'Observatoire est en même temps le professeur d'astronomie de la faculté. Les étudiants donc naviguent entre les deux, l'Observatoire, la faculté, et en plus la double fonction permet à Baillot, lui donne un pouvoir de recrutement extrêmement important. Et c'est en 1899, un peu plus tard, qu'un décret présidentiel rattache l'Observatoire de Toulouse à l'université. Alors juste un petit mot sur les réseaux normaliens, je l'ai évoqué tout à l'heure. Baillot, nommé à 31 ans, il a un peu de mal à rentrer. Son plus jeune collègue a 57 ans. Et donc si le recteur de l'académie de l'époque, normalien, n'avait pas dit « c'est Baillot et ça ne se discute pas »,
il aurait eu du mal. Alors après, il a eu le soutien aussi d'un certain Louis Liard, qui est encore un ENS, un littéraire, et qui est le directeur de l'enseignement supérieur. Je reviendrai sur tout ce schéma-là, donc qui est à Paris. Et donc, connexion ENS, ils se connaissent, ils sont devenus des amis quasi intimes par la suite, et c'est très important. Donc, Baillot, par exemple, a pu recruter Marseille Briouin, Aimé Cotton, Paul Sabatier, futur Nobel, et le recteur Pérou, qui prend sa place, je crois, 2 ou 3 ans après l'arrivée de Baillot, est un ami de Jean Jaurès. Baillot aussi le connaît, adjoint du maire de Toulouse, tous deux personnalités extrêmement importantes. Alors, l'impact de Baillot à l'université, donc sur un certain nombre d'années, 1878-1899, les professeurs passent de 8 à 18, le nombre de chaires est multiplié par 2, il y a 5 fois plus d'étudiants. Baillot aussi trouvait les locaux qui étaient assez déplorables, en très mauvais état. Il fait des plans, il propose, et c'est des constructions neuves, de bâtiments neufs qui ont été remontés. C'est lui qui supervise ça, qui suit ça. Inauguration en présence du président Sadi Carnot. C'est lui qui organise la préparation à l'agrégation. Il introduit un enseignement scientifique dans les études médicales en disant les médecins, ils connaissent rien en sciences, c'est pas bien. On va faire des enseignements de sciences physiques, chimiques et naturelles. Ça a été PCB après, donc c'est lui qui a instauré ça et c'était testé à Toulouse. On lui a dit, vous proposez ça, vous le testez à Toulouse. Le discours du recteur en 1893, si la faculté des sciences de Toulouse est vraiment une faculté, si elle a pris un développement digne de l'importance de la ville, c'est à l'action persévérante et éminemment intelligente de M. Baillot qu'elle le doit. C'est pas mal dans un rapport. Alors, une petite chose sur les fameuses connexions. Bon, je reviens sur Hélène Baillot, son épouse, a un rôle, c'était pas seulement d'arrière-plan, je lirai peut-être des choses qui ont été écrites, c'est peut-être le moment de le lire. Donc Baillot est au centre, et ça, c'est les liens extrêmement d'amitié, extrêmement étroits qui existent. Tout ça, c'est des liens d'amitié très forts. Amitié aussi avec Paul Sabatier. Jean Jaurès a été moins souvent là, il est beaucoup plus jeune, il était à la mairie, mais de temps en temps, il est rentré dans le... Alors, sur Hélène Baillot, c'est Suzanne Desbarbats, que nous avons le plaisir d'accueillir, que je salue, avait demandé à Lucien Baillot, qui est un petit-fils qui m'a donné beaucoup d'informations, s'il comptait écrire un livre sur Baillot. Alors la réponse, donc c'est le petit-fils qui était fils de René Baillot. La réponse a été non, la voie est libre. Il y aurait lieu, si c'était possible, d'en écrire un sur son épouse. C'était une femme d'une très grande douceur, d'une bonté inépuisable, toujours disponible pour aller aider des proches, fortement marquée par une éducation stricte, toujours attachée à sa famille campagnarde et très à l'aise dans les hautes sphères universitaires. Parce que c'est elle, bien sûr, qui recevait tous ces gens-là à l'Observatoire, et aussi dans sa maison de Lissac, une maison qu'elle tenait dans l'Aveyron, oui, dans l'Aveyron, qu'elle tenait de famille, et qui est toujours dans la famille. Et donc, en été, elle recevait aussi toute une série de personnes. Donc, juste un petit mot je m'arrêtais sur ça. Claude-Henri Parou, le recteur de l'Académie, c'est une personnalité très, très importante. Regardez les dates. Bon, c'est celle-là qui est importante, c'est la période pendant laquelle il a été à Toulouse. 1880-1908. Ça correspond pas mal à 1879-1908 pour Baillot. Donc, il y a une amitié réelle et un soutien réel entre ces deux normaliens, lui littéraire, lui scientifique. Louis Liard, directeur de l'enseignement supérieur, donc au ministère à Paris. 1884-1902, pareil, lien d'amitié très fort, c'est un peu plus loin à Paris, mais c'est dire quand il y avait un problème, c'est Louis Liard qui gérait. Tannery, directeur de l'ENS, beau-frère de Benjamin Baillot, et donc aussi contact très important. Paul Sabatier, qui arrive un petit peu plus tard, un de ses recrutés par Baillot, 84-30, ils travaillent tous ensemble, et il y avait Jean Jaurès qui arrive ici, et Jean Jaurès, on le voit apparaître pour des affaires qui touchent à la laïcité. Alors il y a des choses un petit peu intéressantes. Baillot avait écrit sur la fin de sa vie, avec plus ou moins d'hésitation, je suis catholique pratiquant. Ce qui a été effectivement le cas, il a élevé ses enfants dans la religion catholique, mais il y a des souvenirs de son fils René Baillot, il y a un petit truc qui est assez amusant, la toute petite âme du chien. Et donc ils étaient à l'école publique, les enfants, dans une école proche de trucs, donc ils les mettaient au catéchisme. Et donc, René devait avoir 7 ou 8 ans, et un soir, il dit à papa, il y avait un chien, il dit, tu sais papa, les chiens n'ont pas d'âme. Alors Benjamin dit, mais si, mais elle est toute petite. Alors la semaine suivante, évidemment, ça rate pas, et au cours de catéchisme d'après, où ils font la révision de ce qu'ils avaient appris,
Il est tout fier de dire à l'abbé au sujet « Mais si, monsieur l'abbé, les chiens ont une âme, mais elle est toute petite. » Alors effarement, bien entendu, de l'abbé qui dit « Mais qu'est-ce qui t'a dit ça ? C'est mon papa. » Ah, bon. Alors voilà, je trouve ça assez amusant, mais ça montre bien l'esprit Alors il faut savoir que la période est extrêmement agitée. La dépêche du Midi est très anticléricale, c'est du violent, c'est pas anti-religion, c'est anticlérical. Voilà, alors je vais continuer là. Et donc c'est tout. Baillot s'est toujours abstenu de tout engagement public. Et encore une fois, c'est sa femme. Au début, à Toulouse, il y a deux listes de la mairie qui étaient quand même plutôt à gauche ou centre, qui sont allés le chercher pour dire. Il était au premier tour, il y a eu ballottage, et sa femme lui dit non, tu ne dois pas continuer, tu dois t'abstenir de tout ça. Et il est resté complètement en dehors de ton engagement public. Alors, tout ça, c'est de la période qui est avant la loi de séparation des églises et de l'État, mais on trouve toutes les choses qui sont dans ça, ici. Donc, l'élaboration d'un compromis toulousain qui a été précurseur, et étant donné qu'il y avait Jaurès qui était dans ça, il s'en est beaucoup inspiré après pour écrire le fameux article 4 de la loi de 1905. Bon, les progrès de la science sont invoqués par les anticléricaux dans leur lutte contre l'Église catholique, à Toulouse, très fortement. Manque de chance, Baillot et Sabatier, qui sont figures de proue de l'université, Sabatier, le futur prix Nobel, sont notoirement catholiques. Bon. Ensuite, il y a eu toute l'érection de la faculté de médecine et le rapprochement avec les hospices de Saint-Vincent-de-Paul, parce que tout ça s'était tenu d'une certaine façon par les catholiques. La ville s'y est fortement impliquée avec Jaurès pour faire travailler tout ce beau monde en France, disant vous devez travailler ensemble, un peu oublier tous vos aspects, vos trucs. Il y a eu aussi le rattachement de la faculté de théologie protestante de Montauban, et puis le recteur Péroux, qui avait vraiment une conception très forte de la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. On avait là tous les ingrédients préalables à la loi de 1905. Je passe, je ne sais pas où est né le temps, je n'ai pas regardé du tout le temps, là. Il faut que je regarde un peu. Donc je passe, oui, oh là là. Je vais essayer d'accélérer un peu. Donc c'est la période de l'Observatoire de Toulouse, des gros travaux, développement du terrain, lutte contre l'éclairage. Donc c'est dans des rapports au ministère, on a la notion saisissante d'une usine en activité où la division du travail est méthodiquement et rigoureusement réglée, réalise la production intensive et le maximum de rendement scientifique. Et il est noté l'habileté du directeur qui sait mettre en bonne place le collaborateur qui convient à chaque place. Voilà l'observatoire de Jolimont vers 1900, donc après les coupoles sont apparues un peu partout. Le jardin a été agrémenté, planté, c'est Madame Baillot qui a beaucoup fait ça, des parterres de fleurs, des arbres, etc. Si je vous engage à aller, effectivement, les collègues de la Société astronomique de Toulouse font visiter les choses. Voilà le télescope de 83 quand Baillot y est arrivé, et quelques-uns des instruments qui ont été implantés dans les 20 premières années avec le grand télescope, donc vers 1900. Donc il y a eu une rénovation extrêmement importante. Alors, je vais parler de la carte du ciel maintenant. La carte du ciel, je pense que vous connaissez, ça correspond au début de la photographie astronomique. Les daguerreotypes en 1837, premier daguerreotype de la Lune 1840, une étoile, c'est les daguerreotypes, vous vous souvenez, on mettait un truc derrière la tête des gens, ils posaient pendant 5 minutes ou 10 minutes, il ne fallait pas bouger. Il y avait des pauses très longues, donc pour l'astronomie, c'est pas terrible. 1850, le collodion humide, c'est bien parce que la sensibilité est plus grande, mais on travaille sur des dispositifs, des plaques qui sont humides, comme c'est indiqué là. Il a fallu attendre 1873-74. Je rappelle les travaux de précurseurs, les débuts du cinéma finalement, avec le revolver photographique de Janssen, et surtout après, l'amiral Mouchet, je prononce comme ça, ou certains disent Mouchez, qui devient un directeur de l'Observatoire de Paris en 1878, et tout de suite fait un atelier photographique, les photographies de la Grande Comète en 82, et les frères Henry qui testent des poses photographiques. Alors, l'idée de carte du ciel est vraiment partie d'un travail de David Gill, qui est à droite ici, qui est un Écossais qui a fait presque la totalité de sa carrière au Cap, en Afrique du Sud. Et il a réalisé cette photographie de la Grande Comète de 82, et il s'est dit, mais nom d'un chien, on voit plein d'étoiles, et puis on les voit, c'est très sensible, ma photo, on voit, il y a quelque chose à faire. Il en a parlé à son ami, l'amiral Mouchet, qui était directeur d'observatoire, et il a dit, je propose de faire
une série de photographies complètes et uniformes des ciels dans l'hémisphère sud, et en faisant aussi un catalogue des positions approximatives et des magnitudes. Donc c'est une lettre de Gill à Mouchet en 1885, et de là est parti, ça a été très vite, 2 ans après, il y a le grand congrès astrophotographique international à l'Observatoire de Paris, 16 avril. Bon, on voit effectivement l'amiral Mouchet au centre ici, et Baillot qui est tout là-haut, qui était beaucoup plus jeune. On voit d'autres personnes, telles que Janssen au premier rang, le Gill en question, là, qui est ici, et puis bien sûr les frères Paul et Prosper Henry, les frères Henry, c'est Paul à gauche et Prosper, qui sont là-haut, qui étaient les opticiens de l'Observatoire de Paris. Alors, c'est un projet extrêmement ambitieux, 15e magnitude, 20-25 millions d'étoiles, programme international, etc., etc. Il visait même la fin du siècle pour avoir les résultats. Bon, on sait bien que ça n'a pas été le cas, mais ça a été un très fort stimulant pour le développement de l'Observatoire de Toulouse. Et en plus, il y a un instrument qui est arrivé chez Baillot à l'Observatoire sans qu'il ait à faire des demandes de financement et à se battre avec le ministère pour les avoir. Voilà le fameux, la lunette équatoriale Gautier, carte du ciel de Toulouse. J'ai mis celle de Paris, la carte du ciel de Paris. Il y a quand même d'étranges ressemblances. C'est plutôt chercher les différences, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y avait vraiment des dispositifs qui étaient très similaires, où on bénéficiait. Alors, on ne peut pas ne pas parler des dames de la carte du ciel, évidemment. Voilà à l'Observatoire de Toulouse, les dames qui numérisaient les plaques, mesuraient. À l'Observatoire de Paris, c'était la même chose, ici, mais aussi on voit Harvard, le Vatican, etc. Alors, quand on approfondit un petit peu, elles sont très compétentes, elles travaillent bien, puis on les paye moins. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à l'Observatoire du Pic du Midi. Je reviens à mes réformes de 73, vous vous souvenez ce que j'avais dit, le décret de février 73 relatif aux observatoires de l'État prévoit une inspection annuelle de tous les observatoires et la réunion à Paris d'un comité consultatif des observatoires astronomiques de province. C'est quasiment ce qui existe toujours maintenant. Et l'Observatoire de Toulouse était bien entendu soumis à cette mesure, donc Baillot faisait comme les autres ses rapports, etc. Et après, c'est en 1882 seulement que cette station du Pic du Midi qui existait rentre dans le giron des établissements gérés par l'État. Et Baillot est aussitôt nommé membre de la commission d'inspection de l'Observatoire météorologique, et à partir de ce moment-là, il montera au Pic du Midi tous les ans pour faire son rapport avec ses autres collègues du Pic du Midi, donc il commence à voir dès 82. Alors je fais une petite histoire rapide encore une fois, malheureusement il y a énormément de données et d'informations très intéressantes. 1860, il y a une première photo au collodion humide, vous imaginez, au col de Sancourt, juste un peu sous le pic, d'une éclipse de soleil. La société Ramon, qui est des gros financeurs, philanthropes, crée une commission internationale du Pic du Midi. Une station météo est établie au col de Sancourt par le général de Nansouty et l'ingénieur Célestin Vaucenat, deux noms très connus au Pic du Midi, il y a des bâtiments à leur nom. Jules Janssen y monte, notre globetrotter astronome de l'époque, il y monte en 75. 78, 81, il y a une construction de l'observatoire, c'est du dur qui est construit. 82, Baillot est rapporteur. Les frères Henry essaient de voir le passage de Vénus. Ça se termine pas très bien parce que c'était au mois de décembre, le 6 décembre si je ne me trompe pas. Donc ils sont partis à partir du 15 novembre. Il y avait de la neige, ils ne montaient pas. Il y a eu une avalanche. Il y a eu 3 personnes de l'équipe qui ont été emportées par l'avalanche. Ça ne s'est pas très bien passé. Et puis le jour du transit de Vénus, c'est couvert. Par contre, les frères Henry, 3 jours plus tard, ils voient que 2 jours... vous connaissez, on met ça sur le soleil, c'est coronal, on voit le ciel bleu immédiatement après, on ne s'éblouit pas, et ils voyaient Vénus juste à côté du soleil. Donc ils disent, oui, c'est quand même pas mal comme site. Après, il y a une direction de Émile Marchand, qui était activité météorologique à fond. Il n'encourageait pas tellement les astronomes, mais en 1996, il y avait un minimum d'équipement astronomique. Donc voilà le général Nansouty, l'ingénieur Vaucenat, photo connue. L'observatoire, voilà ce qui a été construit. En 85, quand Baillot faisait ses tournées d'inspection, c'était surtout encore, comme je l'ai dit, la météo. Et puis là, il y a une action de Baillot, mais tambour battant, qui est menée extrêmement vive et rapide, avec toutes ces connexions dont j'ai pu parler, y compris au ministère, etc., les connexions qu'il avait bâties un peu partout. 1903-4, approbation du financement, rôle décisif du fameux recteur Pérou, donc de Toulouse.
Construction de la coupole 1904-1907, et puis après, premières observations 1909, on voit différentes étapes, la coupole, la base qui commence à venir, la coupole, là vous avez ça, et puis la coupole établie ici. Alors voilà Baillot, en 1909, il était déjà président de l'Observatoire de Paris et la coupole Baillot. Alors l'Observatoire de Paris, où est-ce que j'en suis de mon temps? J'ai un peu accéléré, désolé. Alors, retour à l'Observatoire de Paris, l'Union solaire internationale dont il fait partie, le Congrès international des éphémérides astronomiques dont il est un des organisateurs, le Bureau international de l'heure, et finalement la reconnaissance internationale qui en découle. Alors, il est élu à l'Observatoire de Paris, à la direction, le 19 novembre 1907 par le Conseil de l'Observatoire, et il est nommé par décret le 2 janvier 1908, et en même temps, il est juste après nommé à l'Académie des sciences le 24 février 1908. Alors, il y a de vifs commentaires, et Baillot avait demandé à sa famille, à ses amis de Toulouse aussi de suivre, mais c'est surtout sur Paris. Ils ont collecté plus de 150 coupures de journaux, des critiques très acerbes. M. Baillot, grand électeur radical-socialiste de Toulouse, Blocard, militant pistonné par les loges, ancien professeur des lycées ayant l'astronomie pour violon d'Ingres. Il y en a d'autres qui disaient qu'il était déjà à la retraite. Mais alors, il est soutenu quand même par Paul Painlevé. Bon, on peut en parler puisque on est dans cet amphithéâtre. Et Paul Painlevé était radical-socialiste, hein, comme vous savez sans doute. Et donc, l'Écho de Paris dit à l'époque, les radicaux socialistes de l'Académie, dirigés par M. Painlevé, avaient mené une ardente campagne en faveur de M. Baillot, grand électeur radical-socialiste de Toulouse. Bon, Henri Poincaré, qui est un autre grand mathématicien que l'on connaît, était très lié à Guillaume Bigourdan, qui était un des candidats concurrents de Baillot. Et Poincaré estimait beaucoup Baillot, il est allé le voir, il dit, tu sais, je suis désolé, mais dans le vote, je vais voter pour Bigourdan parce que j'ai travaillé avec lui, il est à l'Observatoire, je ne peux pas faire autrement, etc. Bon, Baillot a été présenté comme clérical, actif, marguillier de sa paroisse, mais il ne répond pas. Baillot, sa technique, il n'a pas répondu, c'est jamais lui qui a répondu directement, mais il a mobilisé ses amis, dont le recteur Pérou de Toulouse, et finalement, il a été élu. Alors c'est amusant de voir qu'après, dans plusieurs journaux, il y avait écrit « Monsieur Baillot, sur qui tout récemment un correspondant occasionnel nous avait mal documenté ». Voilà, bon, enfin bref, les journaux s'en sont sortis comme ils ont pu, parce qu'ils ont vu que quand même le président de l'Observatoire de Paris, c'est une notoriété majeure. Alors à l'Observatoire, et je m'excuse pour cette très mauvaise photo, mais c'est la salle du Conseil à l'Observatoire de Paris, que vous connaissez très probablement. Au-dessus de la cheminée, il y a Louis XIV en pied, qui est entouré de Jean-Dominique Cassini à gauche et de Leverrier à droite, et puis ici, on a le portrait de Baillot. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, voilà ce fameux portrait, qui est en fait une copie d'un original qui se trouve dans la famille Baillot. Donc c'est l'académicien que j'ai mentionné tout à l'heure. Je reviens un petit peu sur ça, c'est très compliqué ça, on ne peut pas tout regarder. Mais c'est depuis Urbain Le Verrier, là tout en haut, qui est né en 1811, jusqu'à Esclangon, et Baillot, qui est au milieu ici, c'est tous les présidents de l'Observatoire de Paris, avec une échelle qui va de 1820 à 1950. Le Verrier, et en bleu, c'est quand ils ont été présidents de l'Observatoire de Paris. Alors Le Verrier, vous savez, savant, magnifique et détesté, c'est le livre de Lequeux. Il était tellement détesté qu'ils ont réussi, là, de ce temps-là, tout le monde faire coalition contre lui pour le virer, quoi, purement et simplement. Il a été remplacé par Charles Delaunay, et le pauvre Charles Delaunay, c'est un comble pour un astronome, mais il s'est noyé lors d'une tournée d'inspection en rade de Cherbourg. Il y avait des tas de machins, enfin, il s'est noyé. Et puis finalement, Urbain Le Verrier, il a fait agir ses connexions, et puis il est redevenu président de l'Observatoire. Et c'est l'amiral Mouchet qui a pris sa suite, et qui a été une présidence extrêmement importante et active. C'est les débuts de la photographie, la carte du ciel. Alors Mouchet, je l'ai montré, on l'a aperçu, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est un contre-amiral qui était très efficace. Et après, Tisserand est décédé, Levis aussi, et c'est là que Baillot intervient. Voilà la période où il est à l'UAI. Et donc, c'est une période qui est très longue pour une direction d'observatoire. Il n'y avait pas encore de limite d'âge.
Et donc, par contre, pour Deslandres, il y a eu la limite d'âge, et Deslandres aurait pu rester plus longtemps, mais il y a une limite d'âge qui est arrivée, il a dû partir à la retraite. Alors j'ai mis ici dessous la même représentation de Jules Janssen, 1824-1907. Donc Jules Janssen, c'est aussi un règne, si j'ose dire, assez long. Il a certainement connu Baillot, bien entendu. Et voilà, il a créé, là c'est la création de l'Observatoire d'astronomie physique de Meudon. Ça s'appelait l'astronomie physique, qui était très peu présente, mais qui l'a été un petit peu, par Deslandres en particulier, à l'Observatoire de Paris. Mais ça montre effectivement l'enchaînement. Et ici, juste pendant la mandature de Baillot, l'Observatoire de Meudon a été rassemblé à l'Observatoire de Paris. Et je peux le dire maintenant, et Baillot a souhaité, bon, il avait créé pour Toulouse, il avait dit c'est fini, maintenant on ne peut plus observer à Toulouse. Même à ces moments-là, il commençait à y avoir des éclairages, pas très forts, mais il y avait de la pollution, de l'industrie, etc. Et donc il s'est rabattu et dit, bon, le pic, c'était rêvé. Et pour Paris, il avait dit aussi, il faut trouver aussi quelque chose, et il a considéré que c'est un de ses échecs. Il n'a pas trouvé vraiment à construire un observatoire annexe de Paris où les conditions d'observation soient correctes. Par contre, on s'est rattrapé sur Meudon qui a été très bien. Alors, l'Union solaire internationale, voilà une réunion de Bonn en 1913. C'est une union qui a été créée par George Ellery Hale, qui est un astronome américain du mont Wilson. C'est une personnalité dont les spécialistes connaissent certainement le nom. Et donc il a créé cette union en 1904 à Saint-Louis, il y a eu des réunions en 1905, à Paris en 1907, Mont Wilson en 1910, et la dernière réunion en 1913. Et on voit là, c'est assez amusant, il y a 4 premiers rangs, il y a 4 présidents de l'UAI, donc Baillot, Campbell qui lui a succédé, qui est un Américain, Frank Dyson qui est le 4e président ici, et enfin Arthur Eddington qui était le 7e président au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je montre quand même cette photo prise sur la terrasse de l'Observatoire de Meudon, qui est une photo, là l'original c'est Françoise Launay qui me l'a passé, parce que ce que je trouvais sur le site n'était pas assez net, mais elle est fort intéressante. C'est une des dernières photos de Janssen, qui est décédé à la fin de la même année. Alors, il est décédé, je crois, en décembre 1907. On voit donc ces Janssen encadrés de sa femme et de sa fille. On voit Deslandres ici, on voit Lockyer, donc, qui est le collègue de Janssen, donc, qui avait fait des travaux sur la découverte de l'hélium, Hale aussi, qui est l'incarnateur, et ben, ma foi, Baillot est bien là, il est tout là-haut en haut, ici, en train d'assister. Alors il est en train, disons, de préparer sa candidature à Paris, donc il est là, mais il ne veut peut-être pas trop se montrer, etc. Voilà. Alors le congrès international des éphémérides astronomiques, c'est vraiment, comme je l'ai mis, un sujet de choix pour Baillot, parce qu'il faut faire des mathématiques à fond, et puis faire de la coordination au niveau international. Et donc son expérience au niveau de la carte du ciel, c'était en plein dans l'international, c'est ce qui a créé finalement, d'une certaine façon, l'UAI, et qui a créé la collaboration internationale. Et Baillot est très actif avec le Bureau des longitudes, qui est maître d'œuvre effectivement de la chose surtout, mais l'Observatoire de Paris a un rôle très important, et donc il fait des propositions, standardisation des calculs, publication sous un format unique, parce qu'il y avait 7 sites et 5 almanachs qui étaient complètement disparates, échange des éphémérides fondamentales, et surtout pour les éphémérides fondamentales, les éclipses et des occultations et des machins comme ça, on ne regarde pas la copie de l'autre, on fait son calcul chacun dans son coin, et après on regarde seulement. Donc c'est lui qui a instauré cette façon de travailler, qui a été mise en œuvre. La guerre est arrivée tout de suite après, on était en 1911, ça pas vraiment, et c'est la future commission 4 de l'UAI qui appliquera et qui mettra en œuvre ces propositions. Le Bureau international de l'heure, alors là c'est aussi une phase, là j'ai failli développer ça parce que c'est extrêmement intéressant, c'est les débuts de la radio aussi, bien entendu, puisque ça, il y avait une communication par radio entre l'Observatoire de Paris, la Tour Eiffel, et puis après, ça redistribué jusqu'à 4000 ou 5000 km de distance de l'Observatoire, de la Tour Eiffel. Et donc, c'est une collaboration étroite entre Benjamin Baillot et Gustave Ferrier, qui à l'époque était capitaine, il est devenu général par la suite. Donc, il représentait l'armée. L'armée, il essayait d'intéresser l'armée à ces nouvelles techniques de communication radio, sans trop bien y parvenir au début. Après, ils ont été convaincus. Donc il y a toute une évolution simultanée des progrès de la radio
En France, on était en avance, puisqu'on a créé les premières lampes radio, les triodes et des choses comme ça, c'était créé en France. Après, on a été dépassé. Au début, les premiers émetteurs-récepteurs, c'était vraiment des trucs à éclatement, c'était très très rudimentaire. Et donc, on est arrivé à mettre en place une conférence internationale sur le temps en 1912, qui a fait suite aux premières transmissions en succès de mai 1910. Alors, si vous vous souvenez, c'était prévu pour arriver en fait quasiment début janvier, et puis il y a eu les grandes inondations de Paris de 1910, hein, c'était absolument gigantesque, et toutes les caves où étaient installés les équipements électroniques ont été inondées. Donc, ça a retardé jusqu'au mois de mai les premiers tests de transmission. Bon, la conférence de 1912 à Paris a créé une commission permanente et un bureau à Paris, bon, avec tout ce qui avait été fait avec Ferrier et Bayot, et avec le travail avec le bureau des longitudes, c'était extrêmement apprécié. Le but sera de coordonner les résultats, de vérifier le temps et d'envoyer et de distribuer le temps universel avec les moyens qui avaient été démontrés avec la Tour Eiffel. En octobre 1913, il y a à nouveau une réunion du comité international qui demande à Bayot de mettre en œuvre le bureau international de l'heure, mais la guerre est arrivée, ça n'a pas pu être ratifié. Et ce qui est tout à fait intéressant, je ne sais pas si je le dis après, mais c'est que Bayot a assumé la responsabilité journalière de toutes ces opérations. Pendant la guerre, il a beaucoup de ses astronomes, des jeunes étaient partis à la guerre, hein, certains n'en sont pas revenus, et donc il avait un personnel très réduit. Encore, il y a eu beaucoup une aide de femmes qui a été extrêmement importante pour toutes ces tâches. Et donc, ce qu'il a fait aussi, ce qui est intéressant, c'est que la situation était incertaine et il a suivi l'implantation d'une station de repli à Lyon sur un terrain militaire, et donc il a installé avec 5 antennes, alors c'est pas la Tour Eiffel, mais c'est des antennes, je crois, de 150 mètres de haut, donc des trucs assez importants. Il a mis 120 mètres peut-être. Il a mis 5 antennes à Lyon avec tous les dispositifs qui seraient prêts à démarrer au cas où ce dispositif de la Tour Eiffel ne pourrait plus transmettre le temps, donc ça montre l'engagement dans lequel il se trouve engagé. Donc finalement, la reconnaissance internationale de Bayot, jusqu'en 1919, il a passé 30 ans à Toulouse en étant directeur de l'Observatoire de Toulouse et la majeure partie du temps doyen de la faculté avec un impact majeur. Il avait été 10 ans à la tête de l'Observatoire, il avait initié et développé des collaborations internationales et il a toujours continué à publier en mathématiques. Ça, c'est les mathématiciens, il leur fallait pas grand-chose. Maintenant, il faut des ordinateurs puissants, effectivement, mais à l'époque, c'était beaucoup des réflexions. Alors, la carte du ciel et le catalogue astrométrique, Benjamin Bayot est élu président en 1909. L'Union solaire internationale, il participe aux réunions entre 1904 et 1913. Le Congrès international des éphémérides, il organise, il propose des résolutions. Et enfin, pour le Bureau international de l'heure, il est directeur désigné, c'est le directeur élect, comme on dit, entre 1912 et 1919, en remplissant. Il y avait tout ce qu'il fallait pour... Et puis en plus, reconnaissance internationale du pic du Midi, qui commençait à donner les résultats. Il y a les périodes des canaux de Mars, et donc le pic du Midi est un de ces sites où il y a eu des photographies extrêmement bonnes qui ont démontré que, il n'y avait pas. Naissance de l'UAI. Alors, il y a un bouquin qui est extrêmement intéressant, sur lequel je me suis beaucoup basé, mais pas seulement, effectivement, qui est un bouquin d'Adrian Blau, qui est sorti au moment du cinquantenaire de l'UAI, d'un certain temps. Alors, c'est la der des der, la WART, c'est 41 millions de casualties, donc, 18 millions de morts, 23 millions de blessés, donc impact absolument catastrophique. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que ça remonte, c'est tout ce qui s'est fait et s'est activé. Alors, aux États-Unis, il y avait une présidence qui est assez différente de ce qu'il peut y avoir maintenant. Donc, le président Woodrow Wilson avait demandé à George Ellery Hale, celui de la physique solaire, là, du mont Wilson, de former quelque chose qu'ils appelaient NRC, National Research Council, le Conseil national de la recherche, qui rassemblait tout le monde, hein, les militaires, les industries, etc. C'est le NRC qui existe maintenant. Ce n'était pas fait pour durer, mais ils ont trouvé que ça marchait tellement bien que ça a duré. Donc c'est Ellery Hale qui est chargé, après l'entrée en guerre des États-Unis, de contacter ses collègues européens. Donc il va vers les académies.
Alors, réunion à Londres, à Paris. Il y a une réunion, l'Assemblée constitutive de l'International Research Council à Bruxelles. Et puis, enfin, création de l'Union astronomique internationale lors de cette réunion en 1919. Je vais juste un petit peu détailler ces affaires-là. Alors là, j'avance. Alors, le comité exécutif de l'IRC. Donc, le système est bâti avec un conseil international de recherche qui s'inspire du NRC, National Research Council, et qui va couvrir toutes les unions dans les différents domaines, la chimie, la physique, l'astronomie, les maths, les sciences biologiques, etc. Et le président de ce comité, c'est Émile Picard. Émile Picard, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait été recruté à Toulouse alors qu'il avait 23 ans. Et donc il a dû aller voir son recteur ami pour lui dire il faut recruter Émile Picard, c'est un normalien mathématicien agrégé qui est super brillant, il faut le prendre. Et il le retrouve un peu plus tard, là, effectivement, en tant que président de ce fameux conseil dans Homme Tout-Puissant. Vice-président, il y a George Ellery Hale, Lecointre et Volterra, italien, et Arthur Schuster, qui est le secrétaire de la Royal Society, secrétaire général, qui monte tout ça. Et un point qui a été essentiel, c'est de dire que seulement les pays, les alliés, finalement, peuvent être admis à participer, être membres de l'International Research Council. Donc tous les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois, la Bulgarie, l'Empire ottoman, complètement exclus. Et sans négociation possible. Par contre, les neutres, dans la Suisse, la Suède, etc., on discute au cas par cas. Ils ont moyennement apprécié, mais ça a été comme ça, et c'était extrêmement strict et rigoureux. Bon, Émile Picard n'était pas des moindres, il avait perdu un des fils à la guerre, mais ce n'est pas les seules raisons. Donc il y a une assemblée constitutive qui se tient à Bruxelles au mi-juillet 1919, et c'est là que l'Union astronomique internationale est créée, en même temps que la commission, le BIH, connu d'une façon, et le bureau central des télégraphes astronomiques. L'UGGI, l'Union géophysique internationale, est créée, plus d'autres unions, dont l'URSI, l'Union radio-scientifique internationale, etc. Alors, l'Union astronomique internationale a des statuts qui ont été préparés par le secrétaire Foller et qui ont été adoptés par l'IRC le 26 juillet 1919. Au passage, tout ça, c'est un travail amont de préparation très important. Et l'Union astronomique internationale avait si bien préparé ses statuts que l'IRC même s'en est inspiré à Bruxelles. Ce qui est mis dans les statuts, l'Union a pour but de faciliter les relations entre les astronomes des divers pays lorsqu'il est utile ou nécessaire d'avoir recours à une coopération internationale, et deuxièmement, de favoriser l'étude de l'astronomie dans toutes ses branches. Bon, ça a été publié très rapidement, comme l'Académie des sciences sait le faire, très peu de temps après. Alors voilà des copies. Alors voilà le premier comité exécutif de l'UAI, dont le président est Bayot tout à gauche, secrétaire général Alfred Foller, William Campbell, Frank Dyson, Georges Lecointre, belge, Annibale Rico, qui décède peu de temps après et qui est remplacé par Antonio Abetti. Alors voilà les comptes rendus, les notes, je ne sais pas qu'est-ce que je fais pour supprimer ça, voilà. Les notes du carnet de notes d'Alfred Foller qu'on trouve dans les archives de l'UAI à l'IAP. Donc ça tient sur 2 pages, il y a la liste des noms des participants ici. Donc bien sûr Benjamin Bayot en tête, président. Simplement il faut préparer les listes des membres des comités, donc je vais y revenir, les comités ont été nommés pour confirmer leur nomination au président, leur demander d'organiser le travail en comité. Il est mentionné que la langue, c'est le français ou l'anglais indifféremment, et qu'il ne sera pas nécessaire de traduire, donc ça suppose que les gens ont une bonne connaissance du français s'ils sont anglophones, et réciproquement. Et le secrétaire est invité à conserver, à créer les archives de l'association. Voilà les commissions, c'est étrangement similaire, donc créé en 1919, avec un travail, c'est tout à fait similaire à ce qu'on a maintenant. Donc il y en a qui ont disparu, quelques-unes qui ont été remises, mais il y a des choses intéressantes, etc. Optique astronomique, soleil, rotation du soleil, physique, relativité. Ce que j'aurais dû dire, effectivement, quand Bayot arrive en 1907 à Paris, c'est le plein cœur de la relativité générale. On est en pleine période.
Alors voilà, le Palais des Académies à Bruxelles, où il y a cet été a eu lieu une réunion pour fêter les 100 ans. Là, c'est quand j'y étais, j'ai fait quelques photos. Voilà la grande salle à gauche, des salles de conférence, il y en a beaucoup pour des réunions. Donc c'est là qu'il y a 100 ans, se sont réunis tous ces gens qui représentaient la science mondiale pour se réorganiser en union après-guerre. Donc après le comité exécutif, ce n'était pas fini, après cette réunion de Bruxelles, parce qu'il fallait faire approuver l'UAI par le Conseil de recherche international, comme il l'appelait, ou le Conseil international de recherche au pluriel. Donc il fallait qu'il y ait un nombre de pays suffisant qui adhèrent, qui payent une cotisation, et que le montant des cotisations soit suffisant. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des grands pays, il y avait plusieurs barèmes, un barème en fonction de la taille du pays, il fallait qu'il y ait beaucoup de grands pays, quelques grands pays qui fassent monter les cotisations. Aussi, il fallait lancer les 32 commissions et fixer une date pour la première assemblée générale. Bon, il y a plein de documents qui existent. J'ai trouvé ce document extrêmement intéressant. C'est une courte lettre, donc sur une page et demie quasiment, signée de Benjamin Bayot à son secrétaire général Fowler, où il décrit extrêmement précisément comment se déroulent les assemblées générales de l'Union astronomique encore maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rapports d'activité. Alors, il y en avait qui disaient qu'il faut que tout le monde fasse des rapports, etc. Non, il dit un rapport d'activité nationale, le rapport des 32 commissions, une liste des grands instruments, et puis des grandes conférences invitées avec des expositions. C'est exactement comme ça que fonctionne l'Union astronomique internationale maintenant. Également, le cycle de fonctionnement. On a un président, après on a un vice-président qui est encore là, et puis ça s'enchaîne. Et le secrétaire général fait un mandat, mais il est stagiaire, si j'ose dire, il a son mandat, et après il reste le temps de plus pour faire la transition. Alors, la naissance de l'UAI, en fait, la signature, quand le Conseil national de recherche, International Research Council, envoie la lettre, dit « ça y est, vous avez le feu vert, vous démarrez », c'est un peu le certificat de naissance. Il a quand même fallu attendre 1920, et le 8 juillet, on a la Belgique, le Canada, la France, la Grèce, le Japon, la Grande-Bretagne, United Kingdom, et les États-Unis. Et en cours, Australie, Italie, Afrique du Sud, qui vont joindre dans les mois qui suivent. Et voilà la première réunion, la première assemblée générale de l'UAI à Rome du 2 au 10 mai. Benjamin Bayot en centre, Fowler ici, et puis une série d'autres personnes qu'on peut identifier. Alors, il y a beaucoup d'archives à l'Observatoire, évidemment, sur cette période-là. Il y a eu une inauguration en grande pompe au Campidoglio, en présence du roi Victor Emmanuel III, du prince héritier Umberto, du cardinal Maffi, du député maire de Rome. Et c'est Benjamin Bayot qui a ouvert la réunion. Je dois dire aussi, il y avait l'UGGI, l'Union de Géodésie et de Géophysique internationale, qui s'est réunie en même temps. Donc Bayot a ouvert les réunions avec un exposé d'introduction devant le roi. Il a livré le règlement de couture. Alors ça, c'est ses notes pour un de ses exposés, donc c'est tout à fait intéressant. Il y a tout ça à l'Observatoire, y compris d'ailleurs les versions dactylographiées qui se lisent mieux que ça. Et ça, c'est sa lettre de remerciement au roi d'être venu après, qui a aussi également été tapé sur un papier plus correct. Alors l'héritage de Benjamin Bayot. Alors, pendant la conférence interalliée de Londres, donc au moment où on préparait les réunions de Bruxelles, le mot union existait déjà, mais il avait vraiment insisté pour dire union. Les unions contribuent chaque jour davantage à l'établissement de l'entente par en haut entre les peuples. Et quand il dit par en haut, c'est pas par leur gouvernement, c'est vraiment par le peuple. Le haut, pour lui, c'était le peuple. Alors Arlo Shapley, qui était un des participants de la première Assemblée générale de l'UAI à Rome, qui a bien connu, bien sûr, Lucien Bayot, qui a bien connu, Benjamin Bayot, puisqu'il travaillait avec lui, a écrit à son petit-fils Lucien, qui a transmis la lettre. Alors, je sais pas, je lis, il a écrit, ça c'est en anglais, c'est ma traduction. Bayot était un homme auquel on pouvait appliquer l'adjectif gentil. C'est kindly en anglais. Il était naturellement internationaliste et était donc très efficace dans les programmes de bonne volonté de l'UAI. Bon, effectivement, ça dénote bien son caractère très apprécié. Je veux dire que George Ellery Hale, aussi l'américain, était un très fort internationaliste, un américain très internationaliste. Comme il y en avait à l'époque, il y en a eu jusqu'en 1945, on en a un petit peu moins maintenant. Alors, je rappelle un petit peu cet enchaînement, là donc la carrière de Bayot, le Second Empire,
Et ça, sa carrière principale, c'est vraiment la Troisième République qui était là. Républicain convaincu, de grande intégrité, laïque bien avant 1905, sympathie pour les idées sociales de gauche, ambitieux, il disait que c'était un devoir social, excellent organisateur, dont je rappelle l'usine minutieusement réglée de l'Observatoire de Toulouse, dans les rapports et aussi dans le bouquin de Lamy, de Jérôme Lamy. Une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur à Toulouse, ça a été tout à fait reconnu, création de locaux, c'est une nouvelle université. Il était respectueux, simple et généreux, attentif, aimable et bienveillant. Dans l'université, on voit que ce n'était pas un bisounours, excusez-moi le mot, mais il savait se faire respecter, donc au point que certains ne l'aimaient pas trop, parce que si ça avançait pas, ça marchait pas. Voilà. Alors bon, voilà, alors merci Benjamin, voilà quelques photos. Merci à beaucoup de personnes. Je dois dire que je suis tombé dans cette marmite là, grâce à Suzanne Desbarbas, qui m'avait demandé à un moment de la remplacer pour un truc. Moi, je ne connaissais pas Baillot du tout. Et j'ai découvert que c'est quelqu'un qui est extrêmement captivant. Je remercie beaucoup aussi des personnes de la famille Baillot, Lucien qui est décédé l'an dernier malheureusement, son épouse Jeannette Baillot, et d'autres, et la famille Schmitz, et d'autres descendants dont vous avez vu certains. Et je vais mettre ça aussi parce que quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Madame Baillot et au texte de l'épouse Hélène Baillot de Benjamin, que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que c'est elle, et c'est mentionné dans les mémoires de son fils René Baillot, c'est elle qui a voulu mettre des fleurs, qui a voulu mettre des alignements d'arbres, des choses comme ça, et donc qui participait à l'aménagement de la vie, et ça c'est la famille Baillot. Donc merci à vous aussi. Bravo, merci. Quelle vie riche, Benjamin Baillot, je ne me doutais pas de ça. Je suppose que vous avez quelques questions. Moi, j'ai juste une remarque. L'UAI, beaucoup d'entre nous se sont aperçus de l'existence de l'UAI lorsqu'il y a une douzaine d'années, on a déclassé une planète qui s'appelait Pluton et qu'on a débaptisée en planète naine. Est-ce que vous faisiez je crois que c'était à Vienne. Est-ce que vous faisiez partie Pourriez nous dire quelques mots, peut-être ? Il se trouve que j'étais effectivement à Vienne, et donc moi j'avoue qu'au début c'était mitigé, parce qu'on avait nos 7 planètes, on était bien contents, et voilà. Et puis alors arrivent des personnes qui disent « mais attendez, structurellement, au niveau de la formation, au niveau de l'histoire, de la genèse, de la cosmogonie, de la formation du système solaire, ça va pas, elle n'en fait pas partie, c'est une planète qui a été captée, qui est arrivée après. » Et donc il y a eu un vote, et je me souviens dans cette salle, alors c'est les votes avec les cartons levés là, à la main. Je crois qu'il y a eu des photos qui ont été faites. Je me souviens qu'il y avait Jean-Claude Péquer était dans la salle, et il était opposé, disons, qu'à débaptiser la planète. Alors il rentrait comme il sait le faire, et extrêmement bien dans la discussion et dans les arguments, en commençant par accepter les arguments opposés, et puis finalement en disant « mais après tout, etc., vous allez avoir des personnes qui vont se plaindre ». Effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Il y a des personnes qui ne sont pas contents, on leur a volé une planète. Mais surtout les Américains, je crois que c'était les Américains, c'était la planète américaine par excellence. Voilà. Alors ça, il y a eu tout un espèce de lobbying, effectivement, pour essayer même de la rattraper, mais ça n'a pas marché. Puis après tout, elle n'a pas perdu de sa valeur, ça n'a rien enlevé à la valeur de Tombaugh. Absolument. Elle existe toujours dans le ciel, n'ayez pas peur. Et on est en train de découvrir d'autres planètes, entre guillemets, de ce type-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, par hasard ? Notre ami, voilà. Si je peux poser une question qui n'est pas en rapport avec Baillot, mais avec la Tour Eiffel. La Tour Eiffel n'a pas été détruite parce qu'on a construit une antenne. La question qu'on était en train de se poser, c'était est-ce que c'est une idée de Ferrier ou une idée de Camille Flammarion ? Est-ce que vous savez Non, ça je ne saurais pas répondre. Parce qu'on voit les deux versions. Je ne saurais pas répondre, mais Flammarion était quelqu'un d'extrêmement actif. On a deux personnalités très fortes, effectivement, et je ne saurais pas dire, mais j'aimerais bien creuser la question. Ce qui est sûr, ce qui a été dit, alors des personnes ont dit, regardez, c'est ce qui a sauvé la Tour Eiffel de la destruction. Il y a des gens qui ont dit non, si on regarde les dates, ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que quand on fait des projets, c'est sur le temps, sur la durée, et donc la Tour Eiffel, la période, c'était 100 ans, après l'exposition de 89. Donc après, il devait pouvoir la détruire.
Et donc, en fait, mais des projets comme celui-là ont été mis dans l'engrenage et dans les rouages bien avant ces périodes-là. Donc, il était connu qu'il y avait ce projet. Alors, c'était le nouveau, et puis alors, chaque fois, il y avait des découvertes nouvelles avec la radio, etc. Et moi, je pense aussi que c'est une des raisons qui a fait que la Tour Eiffel n'a pas été... C'est une des raisons. Peut-être pas la principale, mais c'en est une, sans aucun doute, pour moi. Alors, pour l'autre, bon, je sais pas, il faut... Il y a une question, là. Oui, il y a un nom qu'on a entendu plusieurs fois au cours de cette séance, c'est celui de Leverrier. Et comme il était justement connu comme étant un personnage, disons, sulfureux, je me demandais quel avait été le rapport de Baillot avec lui. Est-ce qu'ils avaient réussi à s'entendre ou est-ce que ça avait fait des étincelles? A priori, je pense qu'ils ont réussi à s'entendre, mais il y avait déjà une différence d'âge relativement importante. Il y avait une différence d'âge, je sais pas, je peux remontrer la figure où on les voit, et donc qui a fait que il devait, je sais plus, c'est bien avant, ça va être trop. Et la différence d'âge était telle que Baillot ne pouvait avoir que du respect pour Leverrier, et puis Baillot savait aussi que Leverrier c'était tout pour lui. Hein. Il était directeur de l'observatoire, directeur de thèse. Il ne pouvait pas se rebeller contre. C'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Ah, oui. Alors je pensais le retrouver rapidement, mais je ne le retrouve pas. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore une question, peut-être? De toute façon, la présentation sera mise avec le compte-rendu sous mot de passe, hein, comme d'habitude. Elle est très complète et moi, ce que je pense, c'est que ça pourrait aussi faire l'objet d'un article dans l'astronomie. Hein. On verra si j'en parlerai au rédacteur de l'astronomie. Peut-être condenser ça en un article passionnant sur la vie de Benjamin Baillot. Pas d'autres questions? Eh bien, sinon, je vous remercie. On remercie Jean-Louis Bougeret. Merci. Et je vous donne rendez-vous soit pour le 2 décembre, soit pour le 11 décembre, soit aux deux dates. Bon retour chez vous. Merci de votre présence. À bientôt.